Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer aujourd'hui avec vous à ce séminaire. Merci beaucoup aux organisateurs, aussi aux interprètes qui travaillent dur dans l'ombre. Merci Minsé et puis merci beaucoup Toupten pour ton intervention vraiment inspirante. Et je pense aussi bien à Kocha pour son bon rétablissement. Alors, le séminaire d'aujourd'hui se concentre sur le potentiel au cœur de la crise. Le potentiel de générer de nouvelles dynamiques spirituelles et de mener à une coopération mondiale. C'est un thème tout à fait pertinent à l'époque où on fait face à une crise aux multiples facettes, comme l'a dit Minsé en introduction, comme on a parlé Toupten. La crise climatique, environnementale, la crise de la biodiversité, la crise économique et sociale, mais aussi, bien sûr, la crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Donc, bien que le monde se trouve dans une situation critique, le thème du séminaire d'aujourd'hui fait écho à la vision au cœur de nombreuses religions et de mouvements spirituels, selon laquelle même les circonstances les plus sombres et désespérées portent en elles le germe d'enseignements et d'opportunités nouvelles. Et c'est ce qu'on a donc vraiment entendu aussi dans les deux interventions précédentes. Donc, c'est dans ce contexte que je souhaite aborder le thème de la justice climatique et environnementale. En effet, comme on le sait maintenant, la crise climatique représente un des défis fondamentaux auxquels l'humanité doit faire face. Mais précisément parce que c'est un problème qui n'épargnera personne, cette crise a le potentiel de déclencher une solidarité et des actions sans précédent à l'échelle mondiale et de permettre aux êtres humains de transformer profondément leur attitude vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur environnement humain et naturel. Au cœur de la justice climatique, il y a le principe, qu'a rappelé Minsé aussi au tout début, qui est donc le principe de ne laisser personne de côté, qui est au cœur des objectifs de développement durable. C'est l'un des piliers de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Au niveau du plaidoyer international, la justice climatique, c'est notamment laisser la parole à ceux qui n'ont pas de voix, à ceux que l'on n'entend pas en général. À un autre niveau, la justice climatique, c'est lorsque les États qui ont causé historiquement la crise climatique et qui continuent de l'aggraver, agissent concrètement pour réduire radicalement leurs émissions de gaz à effet de serre, dédommagent les victimes, remplacent les énergies fossiles par des énergies renouvelables ou encore permettent la transformation de nos modes de production et de consommation. Alors, pour en savoir plus sur différents aspects de la justice climatique, je vous encourage notamment à regarder le programme d'un événement organisé par la coalition COP26 qui a commencé il y a quelques jours, le 12 novembre, et qui va jusqu'au 16 novembre, c'est-à-dire lundi, et c'est-à-dire au moment maintenant où aurait dû se dérouler la 26e session des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat à Glasgow. L'événement est entièrement en ligne et dans plusieurs langues et il est organisé avec de nombreux partenaires et il offre vraiment une très bonne opportunité d'approfondir différents aspects de la justice climatique. Donc cet événement, ça s'intitule From the Ground Up, Global Gathering for Climate Justice. Et je vais juste coller pour vous dans le chat le lien, je viens de le faire, le lien, si toutefois ça vous intéresse. Donc, j'aimerais maintenant partager 3 exemples d'actions en faveur de la justice climatique et environnementale qui, à mon sens, contribuent vraiment à construire une solidarité et des actions donc ensemble solidaires à l'échelle mondiale. Alors, la première, c'est au niveau du plaidoyer international. Il s'agit de l'appel au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à reconnaître le droit fondamental de tous à un environnement sûr, propre, sain et durable. Lorsque cet appel a été lancé,
en septembre dernier, le nombre de signataires a très rapidement augmenté. En quelques jours seulement, près de 1000 organisations de la société civile, des peuples autochtones, de mouvements sociaux et communautés locales du monde entier l'ont rejoint. Alors, c'est un appel donc qui appelle le Conseil des Nations Unies à reconnaître le droit de tous à un environnement sain. Et cet appel est encore ouvert. Je vous copie donc un autre lien que vous pouvez co-signer en tant qu'organisation en tout cas. L'appel n'est pas encore ouvert pour l'instant aux individus, mais voilà, en tant qu'organisation, il est possible de le rejoindre pour appeler vraiment à la reconnaissance donc du droit humain à un environnement sain. Donc maintenant, je vous donne un peu de contexte autour de ça. Donc depuis des décennies, il existe un consensus scientifique mondial sur l'état critique de l'environnement et ses conséquences pour la vie humaine et l'avenir de la vie sur Terre. Mais les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 sur les droits humains de par le monde ont vraiment renforcé la nécessité de maintenant reconnaître universellement ce droit fondamental à un environnement sain. Il y a déjà une large majorité d'États dans le monde qui a incorporé le droit à un environnement sain dans leur constitution et loi. Et des systèmes régionaux reconnaissent aussi explicitement ce droit et ont développé une jurisprudence croissante pour le mettre en œuvre et le réaliser. Mais maintenant, il est vraiment temps que ce soit reconnu au niveau universel, pour plusieurs raisons. En effet, on sait que la coopération internationale est essentielle pour faire face aux problèmes de dégradation de l'environnement, tels que la crise climatique. La reconnaissance universelle du droit à un environnement sain peut vraiment fournir le cadre nécessaire pour renforcer cette coopération internationale, notamment, par exemple, en encourageant une assistance technique accrue, en encourageant le renforcement des capacités en matière d'environnement. La reconnaissance de ce droit au niveau international peut aussi permettre de développer une vision commune et de consolider un terrain d'entente lors de la gestion des effets mondiaux qui découlent des problèmes environnementaux. La reconnaissance de ce droit devrait aussi renforcer les efforts existants pour assurer la responsabilisation des sociétés multinationales, transnationales, des entreprises commerciales quand il y a des dommages environnementaux. Et aussi la reconnaissance par le Conseil des droits de l'homme du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable peut aussi jouer un rôle crucial dans la réalisation de la justice environnementale de toutes les communautés qui sont exposées à des environnements dégradés, menaçants ou dangereux. Cette reconnaissance au niveau international fournira aussi un fondement pour renforcer les politiques et les législations environnementales des États, et puis aussi apporter un soutien et une légitimité plus large pour vraiment améliorer, qu'ils puissent vraiment améliorer leur performance environnementale avec quelque part le contrôle, le fait de devoir rendre des comptes, le contrôle vraiment par les populations. Effectivement, l'expérience a montré que de nombreux pays qui ont reconnu le droit à un environnement sain, pour ces pays, donc certains pays, de nombreux pays, ça a joué un rôle de catalyseur pour des lois et des politiques environnementales plus strictes, une amélioration de la mise en œuvre et de l'application de ces lois et politiques, une augmentation aussi, ça c'est important, une augmentation des niveaux de participation du public à la prise de décision environnementale, un accès accru à l'information et à la justice, et la diminution des injustices environnementales. Des recherches ont aussi montré que la reconnaissance de ce droit conduit à de meilleurs résultats environnementaux en général, y compris un air plus pur, un meilleur accès à l'eau potable, à une alimentation saine et diversifiée, et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, les nombreux représentants des différentes organisations qui ont participé à écrire et à lancer cet appel
certains travaillent depuis des années vraiment sur cette reconnaissance de ce droit au niveau national, à différents niveaux. Mais quand cette coalition s'est formée de manière assez organique, beaucoup de représentants ont vraiment dit que c'était inspirant de voir comment, en travaillant tous ensemble, on a pu générer cette dynamique positive. Parce qu'en effet, bien qu'il y ait encore vraiment des obstacles politiques à la reconnaissance de ce droit, donc on l'a vu au Conseil des droits de l'homme, il y a vraiment encore des obstacles politiques. L'union des diverses voix de la société civile, des peuples autochtones, de mouvements sociaux, le mouvement de la jeunesse, par exemple, pour Fridays for Future, de communautés locales, vraiment, l'engagement, c'est de continuer à avancer ensemble pour que ce mouvement grandisse comme un grand fleuve puissant qu'il devient impossible à éviter. Et notre objectif, c'est d'obtenir cette reconnaissance à la prochaine session du Conseil des droits de l'homme en mars de l'année prochaine, en mars 2021. Et on pourra donc en parler plus en détail dans les questions-réponses, mais j'aimerais maintenant prendre un deuxième exemple. Et ce deuxième exemple, c'est lié au mouvement interreligieux et spirituel en faveur d'action de la justice climatique. Donc, la crise climatique et environnementale, je pense qu'on peut vraiment dire, ça a réveillé la conscience, le sens de la responsabilité et de la solidarité et le sentiment d'urgence de nombreux mouvements religieux et spirituels à travailler ensemble pour transformer la situation actuelle et pour s'engager aux côtés des personnes vulnérables. En plus de la multitude d'initiatives qui existent au niveau local, au niveau régional, je pense ici à, par exemple, à l'engagement de nombreux mouvements religieux et spirituels dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui s'organise depuis des années pour vraiment remettre l'éthique au centre des discussions et des négociations, et pour faire entendre les personnes des voix les plus vulnérables à travers de nombreuses actions. Par exemple, récemment, on vient d'organiser une série d'événements en ligne autour du thème Foi unie pour le climat. Et donc cet événement qui a été en ligne cherchait vraiment à montrer des exemples concrets de finalement l'engagement spirituel ou religieux, ce que ça amène en termes d'actions concrètes vraiment pour l'environnement. Il y a aussi les initiatives du Parlement mondial des religions et notamment la série de dialogues interreligieux entre représentants catholiques et bouddhistes, par exemple, qui va continuer à se développer l'année prochaine. Il y a aussi de nombreuses initiatives interreligieuses et spirituelles autour de la biodiversité, certaines en particulier en partenariat avec le WWF. Il y a aussi l'initiative interreligieuse pour la forêt tropicale qui continue de mener de nombreuses actions pour arrêter la déforestation des forêts tropicales sur la base de l'action interreligieuse, vraiment avec, en travaillant ensemble avec les communautés locales, c'est-à-dire en permettant finalement au dialogue pour permettre aux communautés locales vraiment de travailler ensemble. Et puis, il y a aussi encore l'initiative lancée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'intitule donc en anglais Faith for Earth, la foi pour la terre. Et cette initiative, qui est en train de grandir très rapidement, engage à la fois des mouvements religieux et spirituels dans des discussions sur l'environnement, mais cette initiative permet aussi à ces mouvements de prendre conscience de la force qu'ils représentent et que si eux-mêmes se transforment aussi de l'intérieur, par exemple en réduisant leur empreinte carbone, en investissant dans les énergies renouvelables, en réduisant le gaspillage des déchets au niveau des lieux de culte, par exemple, toutes ces actions, en fait, contribuent de manière importante à la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Alors, bien évidemment, les mouvements religieux et spirituels, comme tout, contribuent aussi à la crise actuelle, à différents niveaux.
Mais en me concentrant sur les aspects en lien avec le thème d'aujourd'hui, il me semble important d'ajouter que ce qui est devenu de plus en plus clair au travers de la crise climatique et environnementale, et plus récemment, bien sûr, avec la crise de la pandémie de Covid-19, c'est vraiment la nécessité pour nous, en tant qu'êtres humains, de réformer et d'approfondir notre vie spirituelle pour refaire la paix avec nous-mêmes et retrouver l'harmonie avec notre environnement humain et naturel. Et c'est vraiment ce qui était au cœur de l'intervention de Tubden. Dans un dialogue publié en 1985, Aurelio Peccei, l'ancien résistant industriel italien et le fondateur du Club de Rome, donc le Club de Rome qui est célèbre pour la publication en 1972 du rapport sur les limites de la croissance, donc dans un dialogue entre lui et Daisaku Ikeda, un bouddhiste japonais engagé pour la paix et le président de Soka Gakkai International, ils abordent le concept de révolution humaine comme le passage d'un style de vie égoïste à un style de vie dévoué au bien de tous, à la prospérité de tous les membres de la société ainsi qu'à toute créature vivante. Et ils ajoutent qu'il ne peut y avoir de révolution sans conviction profonde. Aurelio Peccei exprime de manière très juste, il dit, donc je cite, « Nous espérons à tort que nos actions, nos politiques et nos stratégies actuelles nous libéreront à terme de toutes ces crises. Cette croyance fallacieuse a une conséquence grave. Elle détourne notre attention du vrai problème en cachant le noyau central. Ce noyau intangible et encore indéfini se trouve en nous et il est si important qu'il engendre les maux autrement incompréhensibles qui nous possèdent. Je veux parler de notre désordre intérieur. La directive essentielle est « Nous devons réussir à refaire la paix et retrouver l'harmonie avec la nature. Tel est l'impératif fondamental de notre époque et celui qui accompagnera le développement de l'être humain. » Fin de citation. Et le troisième exemple, donc troisième et dernier exemple que je souhaite mentionner, dans ce thème de la crise comme potentiel vraiment d'émergence d'une solidarité au niveau mondial, si on l'utilise comme tel, bien sûr, c'est la solidarité et les actions des jeunes pour le climat et l'environnement. Donc, il y a les grèves mondiales pour le climat, que je pense on connaît tous maintenant, vraiment ont généré des vagues d'actions en faveur du climat à différents niveaux et aussi au niveau international. L'année dernière, donc, au cours de la seule semaine du sommet de l'action pour le climat des Nations Unies, c'était en septembre 2019, plus de 7,6 millions de personnes dans 185 pays ont participé à des activités appelant à une action urgente pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, à l'origine de ce mouvement, il y a de nombreux jeunes et écoliers, et puis celle qui est devenue un peu plus célèbre en tant que fer de lance, c'est la lycéenne suédoise Greta Thunberg. En fait, les jeunes, il y a vraiment cette capacité de pouvoir imaginer un monde meilleur, et beaucoup ont de l'espoir aussi, vraiment beaucoup d'espoir, et l'énergie et la détermination nécessaires pour vraiment réaliser cette vision. Et puis aussi, ils n'ont pas peur d'adresser l'un des problèmes de fond de la justice climatique, qui est celui de la colonisation et de ses conséquences vraiment toujours actuelles, qui fait qu'un nombre de pays et de populations subit les conséquences de la crise climatique en y ayant contribué le moins. Et bien sûr, évidemment, la question de l'économie de marché qui continue de manière effrénée pour le profit d'une minorité. Donc vraiment, les jeunes ont la volonté, beaucoup ont vraiment la volonté d'adresser ces questions-là, ces questions de fond. Et il y a aussi une interconnexion à l'époque actuelle qui peut être utilisée de différentes manières, mais dans la manière positive, avec l'aide de la nouvelle technologie aussi. Vraiment, les jeunes sont reliés rapidement et du coup, ça permet vraiment
ça peut permettre vraiment à un mouvement commun d'émerger. Et il y a cette demande vraiment d'un monde plus juste et d'un futur durable. Alors, par exemple, j'étais moi-même vraiment inspirée par une jeune activiste sud-africaine qui s'appelle Yola Mogwana, qui a commencé à se mobiliser quand elle avait 13 ans en faveur du climat et contre la pollution et la sécheresse qui affectent vraiment sa vie quotidienne, la vie quotidienne de sa communauté. Elle a organisé une manifestation ensemble avec 2000 jeunes devant le Parlement de Cape Town en mars 2019. Et donc, vraiment, cet engagement à la fois auprès des autorités, ensemble avec les autres, dans la communauté locale, continue. Il y a un autre jeune de 17 ans qui s'appelle Jérôme Foster, qui vit à Washington. Et lui, il s'est dit qu'il devait vraiment faire quelque chose pour permettre de comprendre simplement la crise climatique. Il s'est dit ça lorsqu'il avait 15 ans, donc il a 17 ans maintenant. Et il a créé une plateforme en ligne pour informer les gens. Et donc, cette plateforme s'appelle The Climate Reporter. Donc, c'est un blog international qui a grandi. Et donc, maintenant, il est géré par des jeunes et vraiment dédié à partager les faits au sujet de la situation environnementale. Et donc, ce jeune, Jérôme Foster, il a aussi même développé un code informatique pour créer une expérience de réalité virtuelle qui permet aux utilisateurs de voir par eux-mêmes, à travers cette réalité virtuelle, la destruction environnementale des océans de plastique, et puis donc différentes expériences aussi des raffineries de pétrole qui relâchent le CO2 dans l'atmosphère. Alors voilà, j'arrive à la conclusion. Donc vraiment pour conclure, ce qui me semble important, c'est vraiment quand il y a cette volonté, et notamment la volonté des jeunes, de transformer la réalité et que ça va de pair avec un optimisme indomptable, alors les possibilités sont illimitées. Donc, il n'y a pas de réponse simple et unique pour résoudre la crise climatique, mais ma conviction, que je partage avec il y a énormément de gens, en fait, hein, je rejoins cette conviction, disons, c'est tant qu'il y aura vraiment cette solidarité au niveau des jeunes, il n'y a pas d'impasse qu'on pourra surmonter. Et que vraiment, la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer d'augmenter cette solidarité? Et donc, ma conviction profonde, c'est que vraiment aussi tout se joue donc à l'intérieur de chacun d'entre nous et puis dans notre environnement local, en commençant vraiment par se transformer nous-mêmes et que ça impacte vraiment la transformation sur notre environnement local et ça grandit, ça s'élargit. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui et je suis très heureuse d'avoir fait partie de ce séminaire et je me réjouis de la suite à venir. Merci beaucoup, Alexandra. Thank you very, very much. A very inspiring talk, which gives us also hope, thinking about the many young people which are in this world today, and which have, as you said, a lot of goodwill, which is the basis of this seminar, to make our world a better place.